Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour du plateau Hervé Lorenzi, Nathalie Janson et Lionel Fontanier, mes trois experts du jour pour parler du monde qui bouge, du monde qui change, des questions de libre-échange. On fait le bilan de Davos, cette spéciale Davos 2026 avec cette question. Et l'Europe dans tout ça. On a beaucoup parlé de la confrontation États-Unis-Chine en première partie. Mais l'Europe a-t-elle les moyens de riposter au coup de butoir américain ? Je me tourne vers vous, Lionel Fontanier. On a eu une décision politique importante cette semaine qui a été le gel par le Parlement européen de l'accord signé l'été dernier entre les États-Unis et l'Europe. On se souvient tous des images de Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se serrant la main dans le domaine de Donald Trump en Écosse. Eh bien, le Parlement européen, le représentant des peuples européens, a dit non. Alors, je pense qu'il faut prendre un pas de recul pour bien comprendre ce qui vient de se passer. Donc, on se rappelle que donc au printemps l'année dernière, donc a eu lieu ce Liberation Day, le mal nommé Liberation Day. Oui. Et à cette occasion, tout le monde se rappelle de cette image. Donald Trump avait brandi un tableau avec les droits de douane qui seraient appliqués aux différents partenaires commerciaux des États-Unis pour réduire l'excédent commercial de ces partenaires par rapport aux États-Unis. Oui. Et donc l'Europe était en bonne place parmi tout ceci. Et donc, pour faire vite, on était menacé d'à peu près 30% de droits de douane. Et donc, ça n'est pas pour rien que c'est arrivé. Et ça, les Européens l'oublient un petit peu. Ça n'est pas pour rien, parce que lors de la première mandature de Donald Trump, au début de la première mandature, la Chine, j'y reviens, avait un excédent commercial sur les États-Unis qui représentait 2% du PIB américain, oui, de la richesse américaine. Et donc, à la fin du premier mandat de Donald Trump, qui avait dit « je vais m'occuper de la Chine », on était passé de 2% à 1%. Donc il avait réduit de moitié. Oui. Il avait réduit de moitié. Alors on peut apprécier la méthode ou pas, mais il l'avait fait. Et donc, le problème, c'est que le suivant sur la liste, c'est Agatha Christie, oui, le suivant sur la liste, c'était l'Europe, puisque l'Europe était à 0,9% d'excédent, 0,9% du PIB américain, oui, d'excédent commercial sur les États-Unis. Niveau chinois, finalement. Et on avait rattrapé le niveau chinois, où les Chinois étaient revenus vers nous. Oui. Et donc, l'un des contributeurs importants à cet excédent n'était pas la France, comme on peut le deviner, mais était surtout évidemment nos amis allemands. Oui. Et donc, l'Europe est de facto dans une situation d'excédent commercial sur les biens par rapport aux États-Unis. Cet excédent est très réduit si on regarde les services en même temps, comme on doit le faire, puisqu'à ce moment-là, ce très très grand excédent se ramène à pas grand-chose en réalité. Quand oui, on est quasiment à l'équilibre, si on met bien et services, exactement. Notamment mais il n'empêche que la tech, il n'empêche que dans l'industrie, dans les biens, dans les marchandises, nous avons gardé cet excédent. Cet excédent a continué à augmenter dans les années récentes, et même lors de la mise en place donc des droits de douane, enfin de l'annonce des droits de douane, cet excédent au premier trimestre 2025 a encore augmenté plus, puisque évidemment les entreprises ont stocké aux États-Unis. Avant l'annonce des droits de douane. Donc maintenant ça c'est redescendu, mais on est quand même redescendu à peu près sur toute l'année 2025 au niveau de 2023. À un niveau dangereux pour l'économie européenne. À un niveau qui n'est pas dangereux pour l'économie européenne, mais qui est dangereux par rapport à nos bonnes relations avec les États-Unis. Alors ça c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Évidemment des droits de douane de 30%, ça n'était pas possible pour l'Europe. Et donc, il y avait deux solutions. Une première solution, c'était de faire des représailles à la méthode chinoise. Vous nous mettez 30, on vous met 40, vous nous mettez 40, on vous met 50. Et quand on est à 150% ou quelque chose comme ça, on pose les coltes sur la table et on commence à discuter. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la Chine. Et ça a plutôt bien marché pour les Chinois. Les Européens n'ont pas ça dans leur façon de voir le monde. Et donc, les Européens ont dit, on va essayer de négocier, de trouver un gentleman agreement avec les États-Unis, tout en les menaçant. Et en les menaçant avec un paquet de représailles. On a chargé un peu notre colt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le Colt ? 93 milliards de représailles commerciales. Mais on a posé ce Colt sur la table et on a dit maintenant, ça c'est la menace. Et essayons de trouver un accord. Un accord a été trouvé, oui, et j'essaye de faire vite. Cet accord réduisait les droits de douane
imposés par les États-Unis à l'Europe. À 15%, ce qui est le niveau le plus faible des droits de douane imposés par Washington au reste du monde. Hein. Il y avait on s'en sort plutôt pas mal. Un tout petit peu moins sur les Anglais, mais effectivement. Les Anglais, c'est les meilleurs. Et donc, ce 15% n'est pas très loin de ce que l'on appelle le droit de douane optimal, ce qui enrichit le plus les États-Unis. Mais on a eu aussi donc, des zéros pour zéro dans un certain nombre de secteurs, comme l'aéronautique, pour ne pas désorganiser la chaîne de valeur, sur les médicaments génériques, enfin tout un tas de choses comme ça qui faisaient qu'à la fin, ce 15% était beaucoup moins que 15% en réalité. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on était. Et l'Europe... Pardon, Lionel Fontagny, ça veut dire qu'on a plutôt bien géré, en fait, cette tension? Oui et non. Oui, parce qu'on a évité le pire, en faisant quelques concessions sur lesquelles je vais revenir, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait supprimer nos droits de douane dans beaucoup de secteurs. On prenait 15% quand les États-Unis pouvaient rentrer et nous, on ramenait à zéro. Sur notre sol. Voilà. Mais donc, oui quand même, parce qu'on a évité le pire. Non, si on se place du point de vue du multilatéralisme dont on a discuté dans la première partie de l'émission, parce qu'en faisant cela, l'Europe accordait aux États-Unis le 0%, sur des biens industriels, ce qu'elle n'accorde pas à d'autres. Oui. Donc c'était en rupture totale avec le principe de la clause de la nation la plus favorisée sur lequel nous vivons depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui consiste à dire que quand j'accorde, dans le cadre du GATT puis de l'Organisation mondiale du commerce, un avantage à un pays, je dois accorder cet avantage à l'ensemble des autres membres de l'organisation. Sauf si un accord commercial est signé. Par exemple, on est à zéro en Europe, tout simplement parce qu'on a un accord commercial. Et le Mercosur, c'était quelque chose qui allait dans la même direction. Et le CETA avec le Canada, exactement aussi. Donc, on était dans cette situation, mais pour que l'Europe mette zéro sur les produits américains, encore fallait-il que ça passe au Parlement européen. Et donc là, il y a eu deux événements assez malheureux d'une certaine façon. Le premier, c'est quand des représentants américains sont arrivés en Europe il y a quelque temps en disant « Eh bien maintenant, on avait fait un deal dans lequel on ne touchait pas aux réglementations du digital en Europe, mais maintenant vous allez enlever vos réglementations du digital en Europe. » Donc ça ne se fait pas. Un deal est un deal normalement. Sauf que là, pour l'administration américaine, un deal n'était pas un deal. Un deal n'est jamais un deal. Donc il revenait sur le contenu de cet accord en disant que ce point très très important pour les Européens, c'est pour ça qu'ils avaient accepté de faire zéro sur les marchandises. C'est pour garder leur réglementation sur le digital, qui est le point le plus important pour Bruxelles dans tout ça. C'est la guerre majeure entre Washington et Bruxelles. Exactement. Aujourd'hui. Hein. Et donc ça, c'était le premier épisode malheureux. Et le deuxième épisode malheureux, c'est celui dont on vient de parler, autour donc du Groenland, des droits de douane supplémentaires, qui finalement n'ont pas été mis en place. Mais le Parlement européen ne le savait pas encore quand il a pris sa décision que vous rappeliez tout à l'heure. On va écouter Aurore Lalucq, la présidente de la Commission des affaires économiques au Parlement européen, justement sur cette guerre autour du numérique avec les États-Unis. À un moment, il faudra de toute façon cibler les points forts des États-Unis. Les GAFAM, les Big Tech font 25% de leur chiffre d'affaires chez nous. Ouais. Il faut à un moment menacer de les taxer parce que c'est pas possible qu'on laisse les États-Unis nous traiter de la sorte. Voilà, c'est pas possible qu'on laisse les États-Unis nous traiter de la sorte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Hervé ? D'abord, je suis très admiratif de Mme Lalucq, que je pense être une députée européenne tout à fait remarquable. Oui, bien sûr, mais enfin, tout ça, ce sont des mots. Moi, je trouve il y a des actions, là. Pour le coup, le gel de la ratification, ça veut dire pas d'application. C'est aller vous faire voir. Oui. Je pense que... Je rappelle que là, la manière dont, il y a aussi la forme, la manière dont ça s'est terminé entre Mme von der Leyen et Trump était quand même pas porteuse finalement c'est pas très honorable. Voilà. Assez humiliante. Donc, assez humiliante dans cette opération. Moi, mon vrai sujet est le suivant. Il est d'essayer de repérer quel est notre vrai consensus en Europe. C'est-à-dire, j'ai bien aimé les interventions du Parlement. Là, ils sont représentatifs des peuples, c'est important. C'est de la démocratie. C'est la voie la plus démocratique en Europe. Le reste est quand même un peu plus compliqué et c'est sûr que les position des différents pays, et notamment la position allemande, n'est pas totalement convergente avec telle ou telle position. Donc il faut prendre ça en compte. C'est revenir au principe de réalité. Je pense que là où nous sommes vraiment convergents, c'est l'idée que nous ne
pouvons pas laisser, c'est ce qu'a dit Madame Lalucq, nous ne pouvons pas laisser, j'allais dire, notre 50% des bénéfices des technos européens. 25% du chiffre d'affaires des big tech américaines se font sur le sol américain. Enfin, majeur. Le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais 50%. Ça suppose, je parle des profits, des bénéfices des entreprises, mais tout ça, c'est à regarder de près, et c'est peut-être plus faible que ce qu'on raconte. En tout cas, c'est très important. Je pense que sur ce point-là, la réponse, elle est positive. C'est pas parce qu'on va simplement dire ils nous traitent pas bien. Ben non, mais ils sont les meilleurs pour le moment. Donc à nous, j'allais dire d'essayer de ce que essayer de faire Thierry Breton. Je trouvais que c'était très habile sur les différents sujets, l'IA, les semi-conducteurs, les problèmes, l'ensemble des problèmes de technologie. Essayer de réagir. C'est comme ça qu'on vérifiera. C'est pas uniquement en disant ils sont pas gentils. Ça ne changera pas. Trump un jour s'en ira. De toute façon, c'est pas très long, hein. Mais la position américaine, elle va pas changer de manière massive. Elle sera plus polie, mais dans la réalité, elle demeurera très conquérante parce que elle souhaite rester la première et redevenir de manière très évidente la première puissance du monde. Et donc, on aura ce problème-là. Moi, je pense que la réponse, c'est d'abord et avant tout essayer de voir comment on peut, au lieu de financer de manière forte les déficits américains, parce que notre épargne, c'est quand même, c'est pas la nôtre, mais l'épargne allemande et néerlandaise. On a 300 milliards d'investissements qui partent dans l'économie américaine. C'est comme ça les sujets. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire que on mette quelques centaines de milliards d'euros pour investir dans des financements qui sont des financements de réponse. La réponse, elle est sur notre capacité, un jour ou l'autre, dans les années qui viennent, à devenir de nouveau au cœur du débat technologique. Sinon, voilà, on sera toujours balayé parce que celui qui ne produit pas, il n'existe pas. C'est le sujet de la souveraineté européenne dont on parle depuis des années. Emmanuel Macron porte ce débat depuis des années en Europe. On voit que c'est quand même très compliqué. Breton avait fait ça. Thierry Breton l'avait fait aussi, c'est vrai, la absolument. position de M. Macron sur ce sujet-là était parfaite. Mais chaque crise est une opportunité. Jean Monnet avait dit que l'Europe serait la somme des solutions apportées aux crises qu'elle traversait. On a une crise majeure là. Est-ce que ça va être l'occasion pour l'Europe, Nathalie Janson, d'avancer à plus grandes enjambées? On voit bien qu'on est beaucoup plus lent que l'évolution en Chine ou aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait accélérer ? Alors, je me permets d'en douter de l'accélération des Européens. Non pas, je n'ai pas de doute sur le fait que les entreprises européennes trouveront, elles, des solutions, s'adapteront. Par contre, en termes de cadre institutionnel, effectivement, j'ai des doutes quant à la capacité de l'Europe en tant qu'institution de faire quoi que ce soit. Parce que d'abord, ils sont dans une dynamique qui sont dans l'esprit de réglementation. Dans ce point de vue-là, je ne partage pas tout à fait l'admiration pour Madame Lalucq que Jean-Hervé a sur beaucoup de sujets et effectivement tout ce qu'on constate, c'est-à-dire le fait que on va financer les États-Unis, en tout cas que notre épargne finance les États-Unis, écoutez, il faut regarder son nombril. Oui. La raison pour laquelle, de toute façon, on n'aurait sans doute pas été à ce point du développement du marché financier, mais ça fait très longtemps que les États-Unis dominent largement au niveau financier. Mais oui, ils ont les marchés financiers les plus profonds au monde. Parce que effectivement, donc, on ne peut pas rivaliser sur ce point, d'autant plus que de toute façon, en termes d'organisation, chez nous, c'est les banques qui ont pris le pouvoir. Oui. Voilà. Donc, on a un marché financier. On n'a pas le même mode de financement. On n'a pas le même financement intermédiaire. Il faut arrêter de vouloir absolument se dire qu'on va pouvoir effectivement tout changer. Il faut déjà effectivement changer cette mentalité de la réglementation qui vient d'abord, parce qu'on ne va pas y arriver, notamment en termes d'innovation. Et où là, je pense il y a des projets quand même. Il y a une dizaine de textes omnibus qui arrivent cette année sur la table de la Commission européenne. C'est ce qui peut nous arriver de mieux, mais je pense qu'effectivement, on a un sérieux problème d'attitude par rapport à l'innovation. En plus, on a déjà un financement qui nous plombe, donc il faut arrêter. Et effectivement, de ce point de vue-là, je pense qu'on n'a pas visé le bon problème au niveau européen. C'est vrai qu'en termes de puissance, les États-Unis ont une économie plus dynamique, la nôtre est plus anémique, ont une industrie subventionnée quand la nôtre est plutôt éclatée.
des marchés financiers les plus profonds au monde, quand les nôtres sont morcelés aussi. Juste un mot. C'est clair que plus on coopère, plus on arrive à rassembler, mieux c'est. Mais il y a un pouvoir centralisé à Washington. Mais c'est pas ça le sujet. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est notre rapport à l'innovation, c'est notre système de financement qui est un système de financement qui n'est pas adapté au monde dans lequel nous sommes. C'est pas uniquement on rassemble tout le monde dans la journée, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Exactement. Lionel Fontanier. Oui, un problème culturel plus que de décision politique publique. Ceci est vrai, mais je pense qu'il faut regarder aussi les choses un petit peu différemment. Donc je suis en léger désaccord. C'est l'avantage d'être trois autour de la table. Je pense que dans le monde tel qu'il va, l'Europe a une force importante, c'est que c'est quand même un îlot de stabilité, de respect de l'état de droit. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Davos. Est-ce que l'état de droit est un outil utile sous l'ère trumpienne ? Le rapport de force ne passe-t-il je pense que d'abord quand on voyage les uns ou les autres, qu'on va en Asie par exemple, les Asiatiques sont toujours très admiratifs, même s'ils pensent qu'ils sont les meilleurs en techno, mais ils sont toujours très admiratifs du fonctionnement européen. On fait rêver encore. Donc on représente encore un très très grand marché. Nous sommes très très riches, on passe le temps à penser le contraire, mais l'Europe est très très riche. Les consommateurs, premier marché de consommateurs, 450 millions de personnes. Et des consommateurs très très riches. Donc l'Europe a beaucoup d'atouts. Et l'Europe a aussi beaucoup de faiblesses. Certaines d'entre elles ont été rappelées. Le rapport Letta, le rapport Draghi a fait la liste. Les deux ont fait la liste assez exhaustive de tout ça, ont proposé des solutions, l'union bancaire. Il y a d'autres éléments. Un élément qui n'est pas souvent évoqué et qui va être mis en place très très vite, c'est l'union douanière. Ça, on en parle très très peu de l'union douanière. Tous les jours, on dit mais les douanes sont des passoires, etc. Or, l'union douanière, consiste en quoi, donc ça consiste à rassembler l'ensemble des autorités douanières au niveau européen dans une seule entité. On en discute actuellement la localisation. La localisation sera peut-être en France, peut-être pas, mais on peut espérer que ça sera en France, avec une infrastructure informatique tout à fait considérable, évidemment, et surtout l'intelligence artificielle dont on parlait, mise au service des contrôles pour repérer, donc ex ante, donc quels sont les contrôles. Ça, c'est sur la partie technologique. Et puis, il y a la partie petit paquet, qui a déjà été évoquée très largement. Exempté jusqu'ici de droits de douane. Voilà, donc c'était la clause de minimis jusqu'à 150. Jusqu'ici, c'était 150 euros d'exemption. Oui. Donc cette exemption diminue. Et donc plutôt que d'avoir tout un ensemble de droits de douane très différents pour les produits qui passent dans les petits paquets, eh bien on va avoir donc un nombre très limité de droits de douane qui s'appliqueront à des grands groupes de produits, ce qui simplifiera beaucoup les choses. Donc l'Europe bouge, y compris sur ces sujets, sur les sujets de contrôle, sur les sujets de sécurité aux frontières, sur les sujets nouveaux, on vient de parler des petits paquets. Donc il y a quand même des mouvements. Alors on peut juger que ces mouvements sont trop lents, mais c'est la façon, problème de vélocité quand même. C'est la façon de faire en Europe. C'est-à-dire en Europe, j'ai souvent l'habitude de le dire, en Europe on fait les choses bien. C'est-à-dire on respecte la démocratie, on essaye de faire des lois qui ressemblent à des lois, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, toutes choses qui dans d'autres parties du monde ne fonctionnent pas comme ça. Et donc on a un système qui a ses faiblesses. Ces faiblesses sont que nous sommes plus lents et qui a cette force qui est que, eh bien, si vous avez des milliards à investir dans un business, ça vaut quand même la peine de réfléchir à l'investir en Europe plutôt que dans d'autres endroits en raison de cette très très grande stabilité. Je vais vous faire remarquer que on a quand même sur la place bancaire de Paris, mais on pourra en parler, un certain nombre d'acteurs qui arrivent. Donc certains qui sont arrivés se disent est-ce que c'était la bonne idée, mais on a quand même un certain nombre d'acteurs. Barclays notamment, voilà, c'est la dernière annonce. Va déplacer son quartier général européen de l'Irlande vers Paris. Voilà, donc ça montre que l'approche en termes d'attractivité que nous avons n'est pas aussi mauvaise que cela, même si effectivement sur les sujets de technologie, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire du côté des financements et il y a beaucoup à faire du côté des talents. J'ai l'habitude de dire qu'en Californie, on parle beaucoup français en ce moment. Oui, c'est vrai. On est en train de revenir doucement d'abord sur le fait qu'on est assez d'accord. Tout ce que tu as dit sur, au fond, l'état de droit et sur, au fond, notre civilisation, notre point commun entre les différents pays européens. On revient un peu sur la France avec Barclays.
bon, la situation n'est pas économique française, elle concerne quand même directement 65 ou 68 millions de personnes. C'est pas top, quoi. Donc il faut aussi le voir, mais tu as réévoqué. On est en train de dire qu'on a 2 sujets majeurs. Le premier, c'est celui des modes de financement, un mode de financement bancaire qui comme nous est commun, enfin, en tout cas dans les grands pays européens, et qui est problématique parce que c'est vrai que on ne canalise pas suffisamment de financement. Et c'est plombé par une réglementation qui n'aide pas non plus. Hein. Et alors les Solvay 2, les BAL 3, que évidemment nous sommes les seuls à mettre en application. Voilà. Et deuxième sujet, on a quand même un rapport, si on considère que la technologie est quand même va structurer le monde tel qu'il est. Je pense d'ailleurs que c'est tout à fait jouable parce que le gros avantage de la technologie que nous aimons bien tous, c'est que ça remet les cartes sur table à chaque évolution. Donc on peut rejouer ce coup-là, mais il faut mettre quelques centaines de milliards d'euros, faire des coopérations astucieuses, prendre dans chaque pays ce qu'il y a de mieux, faire des coopérations et pas des trucs où on est à 27 et où ça marche pas parce que chacun veut on se dirige un peu vers ça, notamment en termes de la solution n'est pas top, mais on a les capacités. Et moi qui regarde ça plutôt pour les générations qui viennent, je me dis c'est pas du tout perdu. Non, c'est pas perdu. Mais... Non, mais loin de là. Et on a Nathalie. Oui, non, moi je suis pas pessimiste du tout sur les capacités. Je pense que les entrepreneurs et les entreprises, elles de toute façon, c'est leur quotidien. Elles prennent des risques, elles se lancent justement parce que elles ont cette capacité à ne pas être bloquées par l'incertitude. Ce qui va contre elles, c'est que leur environnement institutionnel ne les aide pas. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans un environnement qui réglemente pas dès le départ, vous êtes moins souple que si vous le faites au fur et à mesure. Évidemment. Donc ça, c'est vraiment une attitude fondamentale de différence entre les deux. Avec un état d'esprit qui est en train de changer un peu quand même à Bruxelles là-dessus. Espérons-le, parce qu'effectivement, besoin de simplifier, évidemment. Et puis on a un atout exceptionnel en Europe et notamment en France, c'est les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont nous avons le président fondateur ici présent sur le plateau. Avant simplement de parler du programme des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, premier week-end du mois de juillet chaque année depuis plus de 20 ans dorénavant. 26 ans. Quel regard vous portez sur le changement à Davos? Carlos Schwab, le fondateur de Davos, est parti. La présidence a été reprise par Larry Fink, le PDG de BlackRock. Est-ce que ça devient un forum américano-américain? Je ne répondrai pas, mais nous sommes 2 à porter cet événement depuis longtemps. On disait d'Aix-en-Provence que c'était le Davos provençal, puis après ça on a grimpé, on est devenu le Davos français, et maintenant nous disons que Davos c'est les rencontres d'Aix. Les rencontres d'Aix, oui. Donc, non, c'est pas l'idée que c'est quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour Monsieur Fink, mais l'idée que c'est une grande nation financière qui désormais gère le dispositif pose quand même un problème. Nous sommes d'abord et avant tout à Aix. C'est ça le talent d'Aix, c'est le fait qu'il y a un poids très important des académiques. Mais bien sûr, avec les débats qu'ils ont, voilà, et donc c'est ça la force du dispositif. Et la rencontre des politiques du monde de l'entreprise et des académiques, comme on essaie de le faire sur ce plateau. Davos, c'est les puissants qui parlent aux puissants, c'est une vision du monde, et d'une certaine manière, c'est américain. En tout cas, l'Amérique. Je suis pas sûr que quand Trump sera parti, ça va tellement changer. Sera pas mal élevé comme ça l'est. Plus policé. Mais plus policé. La réalité, l'IRA, ça existait aussi avant. Donc, mais nous, c'est beaucoup des académiques, des chefs d'entreprise, des institutions politiques sous des formes tout à fait variés qui s'expriment avec un mécanisme où le 1,5 million de personnes qui se connectent aux rencontres, économiques d'Aix peuvent s'exprimer. Donc c'est important. Et qui parleront de quoi cette année, Jean-Hervé? Alors le thème a été choisi et annoncé hier. Il est, je trouve, très adapté à la période. C'est naviguer dans un monde sans repères. C'est vrai que notre problème à nous, je trouve, économistes et politiques, c'est d'essayer quand on dit naviguer, c'est un aspect positif. On n'est pas dans un conflit. On essaie de s'adapter au fait que on comprend pas bien ce qui se passe. On rentre dans un monde qui est
extrêmement changeant sur tous les plans technologiques, sur le plan du climat, sur le plan du vieillissement, démographique, bien sur le sûr. plan démographique, etc. Une grande révolution. Il faut qu'on arrive à jouer par rapport à ça de manière intelligente, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Rendez-vous les 2, 3, 4 juillet. 2, 3, 4 juillet. BFM Business, il sera présent comme chaque année, bien sûr. Merci à tous les trois.